Voilà, donc on va quitter un peu le monde bactérien pour arriver dans un petit voyage dans l'immunologie qui en fait me renvoie 40 ans en arrière. Donc je vous promets, je ne vais pas faire 40 années hein, en défilé immédiatement. Mais simplement redonner quelques informations de base. Donc on vient de voir à quel point les antibiotiques sont importants en infectiologie, que les bêta-lactamases bactériennes sont un problème de temps en temps de résistance aux antibiotiques. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Didier, lorsque Kooning a regardé les analogies entre ce qui se passe chez les bactéries et chez l'humain, il a mis en évidence 18 métallobêta-lactamases humaines qui fonctionnent sous zinc. Et donc ça a amené à essayer d'étudier la fonction de ces molécules. Et parmi ces 18, il y en a un certain nombre pour lesquels on a un intérêt tout particulier, qui sont les SNM1A, B et C, qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Et au cours des dernières années, ce qui a été montré, c'est qu'un certain nombre d'antibiotiques, céphalosporine, ceftriaxone, etc., ont in vitro la capacité d'inhiber ces antibiotiques. Et donc c'est métallobêta-lactamases humaines. Et donc ça a mené à se poser la question, est-ce que par hasard ces antibiotiques n'auraient pas également la capacité à bloquer des phénomènes physiologiques dans lesquels ces molécules sont impliquées? Et on voit en fait, on va voir tout de suite que certaines de ces molécules, c'est le cas de la molécule Artémis, a été décrit comme étant une molécule importante dans les processus de maturation des lymphocytes B et leur acquisition de la reconnaissance aux antigènes. Et donc la question qui a été posée, c'est est-ce que ces antibiotiques pourraient par hasard interférer avec la réponse immunitaire? Bon, là, on a ciblé la réponse humorale, on aurait pu aussi cibler la réponse T, ça devrait marcher également. Donc ça, c'est une petite hypothèse qui a été publiée il y a 4 mois à peu près, avec Cléa Melnotte et puis Pierre qui était là et un certain nombre d'autres sous la direction de Didier. Donc pour rappel, la maturation des immunoglobulines se fait comme ça. J'ai essayé de le résumer. Donc au départ, on part de précurseurs hématopoïétiques dans la moelle osseuse. Progressivement, on a une différenciation en cellules lymphoïdes. Un certain nombre de réorganisations de gènes sur lesquelles je vais revenir, donc qui s'appelle réarrangement des gènes d'immunoglobulines. On va parler également, donc à certaines étapes, on va parler de cette molécule-là, RAG, qui est une recombinase. On voit en fait qu'on a des réarrangements, on arrive aux cellules pré-B, on continue notre histoire et on finit par avoir des cellules matures qui vont arriver dans la rate. Et ces cellules matures, elles expriment à leur surface des immunoglobulines de type IgM qui sont en fait capables de reconnaître des antigènes avec une basse affinité. Et en fait, sous contact antigénique et éventuellement sous présence de lymphokines ou d'interleukines, on va avoir une différenciation de ces cellules-là, soit en cellules mémoire B-cell, c'est-à-dire des cellules qui vont garder la capacité à être réactivées à un moment si elles reconnaissent un antigène bien particulier, ou en plasmocytes qui vont produire des immunoglobulines. Et donc en fait, si on essaie de comprendre un peu comment fonctionne ce système-là, au démarrage, donc on va avoir ces IgM qui sont à très basse affinité, qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution.
Et puis, au moment du contact antigénique, quand le récepteur de l'IgM voit un antigène, on va essayer, enfin, la cellule va subir un certain nombre de modifications qui vont amener à ce que l'affinité du récepteur soit très élevée. Donc, ça, c'est la première étape. On va avoir donc sélection d'un certain nombre, j'y reviendrai, de gènes dits variables, qui vont eux-mêmes subir un certain nombre d'hypermutations somatiques, donc pour augmenter la diversité, je reviendrai aussi là-dessus. Et donc on se retrouve ensuite avec une quantité assez astronomique de cellules capables de reconnaître des antigènes, un grand nombre d'antigènes à relativement haute affinité. Donc c'est ça le principe de base. Alors quand on vous dit immunoglobuline, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec l'immunologie, il y a 5 classes d'immunoglobulines qui sont connues, IgA, IgG, IgD, IgE, IgM. Les principales en termes de quantité, je vous les ai représentées ici. Donc les IgM sont pentamériques, elles représentent à peu près 10% du total des Ig. Les IgA, c'est plutôt celles que vous allez rencontrer au niveau des muqueuses, c'est 15% des immunoglobulines circulantes, c'est des dimères. Et puis le plus classique, et on va raisonner sur la base de cette molécule-là, ce sont les IgG, donc qui sont relativement plus simples, c'est un monomère. Et quand on regarde la structure de l'IgG, donc ça c'est 75% du total, il y a plusieurs sous-classes, IgG1, 2, 3, 4, quand on regarde la structure, ça c'est le résumé quand on connaît toute l'histoire, c'est qu'en fait on a des régions dites variables et des régions dites constantes. Donc constante H1, 2, 3 pour les chaînes dites lourdes qui sont là, et ça c'est les chaînes légères, donc une région constante L. La partie terminale ici, c'est ce qu'on appelle le FC. Donc c'est ça qui va aller se coller au récepteur des immunoglobulines sur les cellules, qui peut faire capturer des antigènes directement par cette région-là. Mais la fonction spécifique, elle est là, elle est sur les régions variables. Alors, si on fait un retour dans le passé, pourquoi on sait ça? On sait ça en fait parce qu'on a fait du séquençage. Et donc 40 ans en arrière, effectivement, on n'avait pas 2 oligonucléotides et un coup de PCR pour aller cloner un morceau qu'on séquençait dans la journée, et on vous donnait la séquence derrière de la molécule, et vous savez ce qui se passait. Donc je vais vous donner un petit exemple laborieux. Donc ça c'était un truc que j'ai fait il y a très très longtemps. D'ailleurs je me suis rendu compte a posteriori que le titre il est totalement imperméable à la compréhension de ce qu'on avait voulu dire. Il se comprend que par les spécialistes de l'idiotypie. Je vous reparlerai de ce qu'est l'idiotypie. Et en fait, pour arriver à faire du séquençage des régions variables, on était obligé de pousser des quantités astronomiques d'anticorps monoclonaux. Donc pour faire une séquence, il me fallait 25 mg d'anticorps monoclonal. À partir de ça, on faisait une séparation des chaînes lourdes et légères, et puis on attaquait à faire une réaction par dégradation récurrente d'Edman, et puis on faisait les phénylithiouidantoïnes qu'on passait sur des HPLC, et on regardait la sortie des aminoacides un derrière l'autre pour essayer de les aligner. Et quand on arrivait à aligner 60 résidus, je vous assure qu'on était content. Et ce que je vous montre ici, en fait, c'est donc la région variable. Et quand on dit variable, vous voyez, donc c'est pas la même séquence que vous avez là. Vous avez ici tout un groupe d'anticorps monoclonaux qui ont des séquences apparentées. Et on sait maintenant que ça, c'est le produit du gène VKP21. Et puis ici d'autres, donc c'est un autre gène. Et puis quand on regarde ces régions-là, on voit qu'il y a beaucoup de mutations, même dans le gène VKP21. Et ça, c'est les mutations somatiques qui arrivent après, sous forme d'hypermutation, dans des régions qu'on appelle CDR1, CDR2, CDR3. Et donc, quand on regarde ces immunoglobulines, donc on voit d'un côté cette variabilité, et puis de l'autre côté des chaînes constantes qui ne bougent pas d'un anticorps à l'autre. Et ça a été un moment assez révolutionnaire dans les années, fin des années 70, quand le groupe de Susumu Tonegawa a travaillé le réarrangement des immunoglobulines,
où en fait il a pu mettre en évidence un truc qui à l'époque se concevait pas forcément de manière évidente, puisqu'à l'époque on avait un gène qui codait pour un messager, qui codait pour une protéine. Mais la discontinuité des gènes, c'était pas quelque chose d'acquis à cette époque-là. Maintenant, c'est commun, on est tous au courant. Et en fait, vous voyez que vous avez ici des gènes variables, donc qui vont coder pour les régions variables de ces immunoglobulines, d'autres gènes intermédiaires, DH, JH, et puis les gènes codant pour les régions constantes. Donc ici, le CMU qui code pour les immunoglobulines de type IgM. Et ce que Tonegawa a pu mettre en évidence, d'ailleurs il a eu le prix Nobel de médecine pour ces travaux-là, et si on regarde, la communication elle a été faite par Niels Jern, qui en fait a lui aussi eu le prix Nobel de médecine pour la théorie du réseau idiotypique. En fait, il a pu démontrer que ces gènes V venaient se réarranger, et ensuite des régions constantes différentes, donc l'IgM, voire les autres, peuvent utiliser le même groupe de gènes V réarrangés. Donc ça, c'était vraiment révolutionnaire à cette époque-là. Et en fait, cette réorganisation se fait grâce à un certain nombre de molécules, en particulier les RAG, RAG1, RAG2, sur lequel travaillait Fred Holt en particulier. Et on a pu montrer que tout cet ensemble de recombinaisons peut amener à des capacités de 10,5 à 10,6, je tiens le N est pas, différents types de molécules qui reconnaissent différents types d'antigènes. Alors la recombinaison, c'est quoi? Vous allez me dire, où est votre bêta-lactamase dans tout ça? On y arrive. La recombinaison, elle a pour but de passer de cet état où on a des gènes distants les uns des autres à un état où ces fragments sont recombinés et donc attachés ensemble. Et ça se fait grâce à toute une série de molécules. Donc les premiers, RAG1, RAG2, qui sont capables d'arriver à reconnaître ces séquences de recombinaison, ici, un heptamère, un nonamère, qui en fait, une fois reconnu, peut ouvrir l'ADN, libérer cette séquence qui est ici, la séquence signal, et donc on se retrouve avec des terminaisons qui ont été coupées. Lorsqu'on a ces dommages de DNA, vous avez ces protéines KU70, KU80 qui viennent se coller directement sur ces terminaisons, qui ramassent, qui accrochent à elles la DNA PKC, qui vient phosphoryler la protéine qui est Artemis, et donc cette fameuse protéine Artemis, c'est une des bêta-lactamases humaines. Et donc Artemis, elle a une activité nucléase. Elle vient bouffer les terminaisons ici, et ensuite vous avez tout un complexe avec en particulier une DNA ligase qui vient rabouter le tout, et donc c'est comme ça qu'on part avec deux éléments qui sont distincts, et on a des éléments qui se raboutent, et puis un truc qui est perdu en route et qu'on ne retrouvera jamais plus. Et donc ça c'est vrai pour toute une série d'éléments de recombinaison. Et il se passe grossièrement la même chose quand on regarde le switch. Alors le switch dans les immunoglobulines, c'est on a un VDJ qui est connu, il est rabouté à une séquence constante d'immunoglobulines type IgM, et puis on veut passer de l'IgM à une IgA ou une IgE, ou etc. Et donc exactement le même système fonctionne. Au lieu de séquences dites de recombinaison, on a des séquences dites de switch, ici S1, S2, etc. Et donc ce que vous voyez là, c'est le système réorganisé. Donc on a un VDJ qui est la région de reconnaissance de l'antigène, donc les régions variables qui ont été raboutées. Derrière, vous avez les gènes codants pour les différents isotypes d'immunoglobulines. Et donc si on est sur le premier, on va faire une IgM. Et puis si on veut aller attraper faire une IgG1 par exemple, ce que vous allez devoir faire, c'est rabouter ce morceau-là à ce morceau ici, et donc déléter tout ça. Et donc il se passe exactement la même chose. On a des reconnaissances des séquences switch, on fait des loops. La loop, elle est clivée, on raboute le tout, et le morceau qui a été clivé, il est perdu définitivement. Donc c'est irréversible.
Et tout ça se fait évidemment avec un certain nombre de signaux d'interleukines et autres. En plus de ce système-là, donc en fait, tout ça se fait au niveau des lymph nodes, et on a deux mécanismes donc qui sont en plus de la recombinaison, donc un dont je parlerai pas, qui est l'hypermutation somatique. Simplement pour vous signaler que donc c'est ce système qui permet d'accumuler des mutations qui font que l'affinité pour l'antigène est de plus en plus augmentée en fonction des mutations. Et ça se fait grâce à cette enzyme-là, Activation Induced Desaminase, qui en fait est capable de catalyser la déamination des déoxycytidines. Et pour ceux qui ont travaillé là-dessus, c'est assez proche d'ApoBec C3. Donc c'est un peu les mêmes principes de fonctionnement. Et puis donc ce IG class switch qui est irréversible. Donc je vais passer là-dessus, c'est simple. Là, simplement, c'est à peu près le même groupe de protéines qui viennent intervenir pour rabooter tout ça. Donc switch versus RSS, c'est à peu près pareil. Alors ce qui est vrai pour les immunoglobulines, en fait, c'est vrai aussi pour le T-cell récepteur. Alors ça, quand je vous parle de l'organisation des immunoglobulines, on la connaissait dans les années 80. À l'époque, quand on parlait du T-cell récepteur, on disait une molécule élusive. En fait, on ne savait pas du tout ce que c'était. Depuis, ça a été bien caractérisé, mais c'est beaucoup plus récent. Et donc, dans les années 80, où là, la biologie moléculaire a commencé à être un peu manipulée par les uns et les autres, il y avait de gros travaux de chez Leawood en particulier pour essayer de cloner les régions variables des T-cell récepteurs. Et il y a eu un travail qui est emblématique du Centre d'immunologie de Marseille. Je dis emblématique parce que Bernard le cite régulièrement. Donc, et ce travail qui a été publié dans Nature par Marie Malissen et Bernard, avec les sondes qui venaient de chez Leawood et Frank Fitch. Et en fait, donc c'est exactement le même système de réorganisation-réarrangement qui se passe dans le T-cell récepteur, sauf que dans ce cas particulier, c'était assez spécial, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit, c'est qu'on a des régions variables en 5', et puis au fur et à mesure on descend, on a les régions constantes. Et là, on était tombé sur un truc assez bizarre, c'est-à-dire qu'il y avait une région variable qui était en 3' des régions constantes. Et en fait, on s'est aperçu que lorsque le T-cell récepteur était fonctionnel, la région 3' variable sautait, revenait se mettre en avant des régions constantes, et la recombinaison se faisait en délétant un gros morceau. Et donc ça permettait d'avoir ce système fonctionnel. Donc ça, c'est 86. Et donc maintenant, on en vient aux problématiques qui nous ont fait mener l'hypothèse d'une intervention des antibiotiques sur l'immunité. Donc c'est presque fini. On sait que les mutations dans Artemis ou bien dans les autres protéines qui sont impliquées dans le système de recombinaison sont capables d'induire des défauts de réorganisation du VDJ sur les immunoglobulines, et donc induire des déficits combinés sévères chez des patients, en particulier des patients jeunes, qui sont particulièrement sensibles aux radiations gamma. Ils ont en général un déficit en cellules BET, une hypogamma-globulinémie, et ils sont très sensibles aux infections opportunistes, avec souvent des décès qui suivent qui sont liés à cette mutation. Donc ça, c'est le résumé de tout ce tableau qui est publié dans la revue de Cléa. Où vous pourrez retrouver, si vous avez besoin, les références des différents papiers qui ont été publiés. Même chose ici, en fait, vous avez le papier qui donne l'ensemble des références, mais je les ai résumées en haut. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, chez l'homme, l'utilisation d'antibiotiques de type bêta-lactam, ça a été montré comme induisant des risques
de candidose chez les enfants. Dans les cas de cancer, les traitements aussi par antibiotiques ont un effet sur l'utilisation des inhibiteurs de checkpoint et souvent induisent des problèmes post-traitement dans le traitement des cancers par ces anticorps, ce type PD-1, etc. Et également, les céphalosporines ont été décrites comme étant capables d'affecter l'immunité cellulaire. Et puis il y a des exemples directement in vitro comme quoi l'ampicilline inhibe Artemis. Donc du coup, pour finir, quel est le modèle sur lequel on a été amené à réfléchir? Donc Artemis, c'est cette molécule-là, 692 aminoacides, c'est une phosphoprotéine nucléaire avec deux domaines. Un domaine qui est un domaine catalytique, et ça a été montré par Eric sur l'aspect zinc dépendance. Donc c'est ce premier domaine, un 368, avec le site catalytique. Et puis un second domaine qui en fait est un domaine d'inhibition, c'est-à-dire que la molécule, elle démarre, elle est en forme fermée, et à partir du moment où cette deuxième région est en contact avec la fameuse protéine DNPKC, dont je vous ai montré tout à l'heure que lorsqu'elle phosphoryle, elle active le système pour permettre de bouffer les morceaux et racoler les gènes entre eux. En fait, à ce moment-là, on a une forme ouverte de la molécule et elle peut avoir une activité catalytique ou autre. Et en fait, comme on pense que les antibiotiques peuvent être des inhibiteurs compétitifs de ces bêta-lactamases, ce qui a été fait toujours par la fameuse Lucille, c'est de modéliser Artemis en présence de céphalosporine, donc qui vient se fixer au site catalytique qui est ici, et ensuite de faire des calculs de prédiction d'affinité, et qui montrent en fait qu'il y a probablement une très belle affinité de cette molécule pour Artemis, et donc ça pourrait inhiber. Donc actuellement, on est en train de chercher les modèles pour essayer de démontrer qu'il y a réellement cet effet de blocage de la différenciation des lymphocytes B et T chez l'homme en présence d'antibiotiques. Voilà, je vous remercie.